Bah, merci beaucoup déjà. Merci à tous d'être venus. Donc on est très heureux avec Ludovic et puis on peut, si vous voulez, on peut commencer en deux parties. Ludovic, si tu veux, tu as qu'à parler d'évoquer la genèse, la biographie de Janco, comme ça vous aurez un portrait un peu panoptique. Et après on pourra vous raconter plus simplement la genèse du livre. Tout à fait. Et après, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous. Donc, Janco, déjà un nom qui a retenu notre attention par sa sonorité assez inhabituelle, un nom qui est originaire d'Occitanie, plus précisément de l'Aude. Janco est né d'une famille issue de la race paysanne occitane. Il est né précisément à côté de Carcassonne, dans le petit village de Bram, le 8 juillet 1925. Son père était pas ouvrier agricole, mais bon, tantôt ouvrier agricole, pas vraiment employé de banque, mais tantôt employé de banque, un peu homme à tout faire, incapable de garder un métier pendant une durée assez longue pour ne pas faire le désespoir de son épouse, Rose, la mère de Janco, qui a donné à son enfant ses traits latins, bruns, ce visage émacié, cette voix bercée d'accents méridionaux. Donc Janco naît dans ce terreau familial, imprégné aussi de catholicisme, un catholicisme dont il dira qu'il n'a pas suscité une vraie foi chez lui, mais qu'il l'a appris à interroger et vivre ses mythes. Donc c'est-à-dire que voilà une vision du catholicisme comme vecteur d'un mysticisme en général plutôt que voilà d'une vraie pratique religieuse. Janco est un enfant qui a déjà en lui, comme tous les enfants d'ailleurs, les traits de l'adulte qu'il sera amené à devenir. Il est farouche, il est joueur, il est curieux, il est avide de lecture, il est plein de tours, il a des copains, c'est un enfant plein de vie, élancé, sportif, avec un appétit déjà disons pour la querelle, qui se prononcera un peu plus au niveau de l'adolescence, vous verrez. Donc cette enfance-là, elle se passe donc dans un milieu populaire. Ses parents sont radicaux socialistes. Ils sont assez fervents. Ils vont les raouts du parti. On y voit généralement les parents de Janco. La tante de Janco était d'ailleurs la première femme députée de France, Gilberte Rocaco, députée communiste, tout à fait, du Gard. Donc voilà, dans ce terreau familial, prend racine sa passion pour la littérature, bien que pourtant ses parents ne soient pas du tout lecteurs. Il y a en tout et pour tout un dictionnaire et un missel. On parle un latin de cuisine et on s'étonne de voir cet enfant qui se prend de passion pour par exemple ses lectures d'enfance, pour Giono par exemple, qu'il a lu avec avidité. Ses parents voient leur enfant avoir ce geste que personne n'a dans leur famille, qui est de regarder une parole imprimée, de tourner les pages, de la retenir, de la méditer, de s'en imprégner. Cette passion lui a été inculquée, sinon par sa famille, par l'école. Janco a eu la chance d'avoir été un élève de l'école de la Troisième République, avec ces professeurs qu'on a qualifiés de hussards noirs, qui étaient des puits d'érudition. On se souvient aussi des professeurs de Charles Péguy, d'Albert Camus. C'était des professeurs de cette trempe qui forgent avec une année d'enseignement une destinée littéraire, et qui deviennent des figures tutélaires pour l'écrivain en question. Donc ici, c'était Monsieur Castel, professeur de français du petit Janco. Jusqu'à la fin de leur vie, ils échangeront des lettres d'admiration mutuelle. Janco, donc à cette époque-là, on est dans les années 30-40, rencontre Julien Binda, qui s'était réfugié à Carcassonne pour écrire La trahison des clercs. Non, France byzantine. La France byzantine. Excusez-moi. La France byzantine. Il voit un enfant dans la bibliothèque de Carcassonne. Il voit un enfant lire, qui sont plus que tous les deux dans la bibliothèque. Et Julien Binda vient voir Janco et lui dit qui êtes-vous
c'est pas la première fois que je vous vois, ben voilà, je suis Janco, j'étudie ceci, cela. Benda l'invite chez lui à consulter sa bibliothèque et ça devient voilà déjà une première Premier secrétariat. voilà c'est ça un premier secrétariat puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il était secrétaire que Janco a été secrétaire de Sartre par la suite. Donc c'est Julien Benda qui dans la Carcassonne occupée conseille à Janco de poursuivre ses études en Cagne. Il y parvient un peu en faisant des pieds et des mains auprès de ses parents. Qui, eux, ne voient pas du tout l'intérêt de poursuivre des études, sinon pour devenir professeur ou curé. Il va donc à Paris, il prend, alors c'est l'histoire rocambolesque, il sort de la gare d'Austerlitz avec juste une valise en bois fabriquée par son père. Donc il sort et il se perd dans Paris, ville tentaculaire par rapport à la Carcassonne de l'époque. Il met, alors pour faire gare d'Austerlitz jusqu'à la Sorbonne, c'est pas très long, il met 7 heures, c'est ça? Donc il se perd, il arrive dans un monde entièrement nouveau, une sociologie entièrement nouvelle, celle qu'il appellera la sociologie des poitrines creuses, qui sont en fait les enfants de la bourgeoisie qui l'accompagnent à Louis le Grand en Cagne. Donc poitrine creuse au sens où voilà des physiques qui se rapportent à la volonté et aux idées qui en naissent. Janco les regarde avec suspicion, lui qui a été forgé par le climat méridional, par des mœurs peut-être un peu plus rustiques, une éducation très sévère de son père, et il arrive dans cette Cagne à Louis le Grand où d'autres écrivains sont passés avant lui. Il arrive dans cette Cagne et quelle n'est pas sa surprise quand au début de première année, c'est ça, il assiste à un rassemblement d'étudiants qui veulent que soit baptisé Brasillac, une salle d'études, sous prétexte que Brasillac était élève à Louis le Grand. Janco, indigné par cette mobilisation, par cet élan de ferveur qui est selon lui uniquement le fait d'être parmi des enfants de bourgeois un petit peu grégaires, lui commence à se lever, à frapper dur, à se battre, à littéralement cogner ses compères, et à se lier d'amitié avec Claude Lanzmann, qui était également dans sa prépa à Louis le Grand aussi. Lier cette amitié assez rocambolesque qui est très bien racontée par Claude Lanzmann dans Le Lièvre de Patagonie. Donc ce sont 2 années de vraiment pas vraiment d'études, mais voilà, il rend une dissertation quand ça l'arrange, il écrit une copie pour un copain, mais il est plutôt là pour draguer, lire et puis voilà, profiter du poêle à vapeur et des dortoirs que pour vraiment étudier. D'ailleurs, à tel point, et quand on a découvert ça avec Louis, ça a été assez amusant. Le jour des concours d'entrée à l'école normale supérieure, son professeur de lettres le trouve à faire les 100 pas devant la salle du concours, s'étonner de voir que son élève n'y est pas. Non, c'est pas que je ne me suis pas réveillé, c'est juste que j'ai pas envie d'être prof, monsieur. Voilà, la réponse de Janco à l'école normale supérieure. Ça a une anecdote qui est édifiante parce qu'elle dit un certain rapport qu'il a avec les intellectuels, avec les élites intellectuelles et bourgeoises durant le reste de sa vie. Toujours est-il que maintenant il est sans le sou et il est important pour lui de rester à Paris puisque son objectif est de devenir écrivain. Il a donc une stratégie qui est de devenir secrétaire d'un écrivain. Ça lui apportera bien sûr une stabilité financière et matérielle qui est la bienvenue, mais aussi rentrer dans le monde de l'édition, du journalisme et faire ses armes. Donc il écrit pêle-mêle à Monterland, Aragon, Jean-Paul Sartre, Francis Ponge, Julien Benda, Giono. Et Monterland. Monterland, oui. Il écrit des lettres comme ça, une espèce de pêle-mêle intellectuel, et le seul à répondre est Jean-Paul Sartre. Alors on imagine que sa vie aurait été très différente s'il avait une réponse d'Aragon ou de Monterland. Mais c'est Sartre qui répond, Sartre qui commence à peine à être connu à ce moment-là. Je crois que nous sommes en 44.
Et donc il aborde, enfin c'est pas qu'il aborde Sartre dans un café, c'est que Sartre lui donne rendez-vous, lui voit ce bonhomme assis avec sa canadienne, il va le voir et sur une simple conversation, c'est les 10 prochaines années de sa vie sont scellées. Pendant 10 ans, il devient secrétaire de Jean-Paul Sartre. Il gère ses affaires courantes et il l'aide un peu à gérer la revue des temps modernes. Et ce qui est amusant, c'est que déjà là, il y a chez lui une prescience de son ambition de devenir écrivain. On a retrouvé une lettre, je vous expliquerai ensuite comment on est tombé sur cette correspondance, et, où il explique à ses parents, il a à peine 20 ans, il dit ce qui est génial avec ce métier, ce nouveau travail, il souligne, c'est que je ne vais absolument rien foutre, le SIC. Je vais être payé pour lire et écrire, et ça va m'ouvrir à tous les éditeurs et les journaux de Paris. Donc il est très heureux, et il est déjà conscient non pas en fait de l'importance de Sartre, dont il s'amuse en rappelant à ses parents qui est Jean-Paul Sartre, mais en fait de pouvoir être introduit dans le monde littéraire grâce à l'entremise de Jean-Paul Sartre. Donc c'est déjà, alors il est jeune adulte à cette époque-là, donc on voit qu'il est passionné, mais qu'il n'a pas envie de perdre son temps à des besognes qu'il juge viles ou pas spécialement propres à faire de lui l'écrivain qu'il aspire à être. Parce que c'est vraiment ça, il se conçoit comme écrivain, il a une stratégie pour le devenir. Ce n'est pas du tout, voilà, il n'a pas écrit un manuscrit sur un bout de table qui a eu qui a connu le hasard d'être édité. D'ailleurs, son premier livre est une espèce d'ovni dans sa production. C'est d'ailleurs le cas de ses 3 premiers livres, qui sont Maria Nègre, Le Tour d'un monde, voilà des recueils de poèmes qui sont assez sibyllins, abscons, ou alors des nouvelles foisonnantes, bizarrement écrites et alambiquées. Mais voilà, au fil de la décennie qui vient, il a ce début de production littéraire qui ne lui apporte pas un franc succès, qui n'est pas encore vraiment propre à, disons, son style authentique. Et au bout de cette décennie-là, il fait le point, comme on dit, et la crise de la trentaine approche et Janco réalise que bon, il a fait le tour des temps modernes où il a été un censeur zélé, excessif, au point de déclencher des querelles, de censurer un tel ou un tel. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que lui pâtira plus tard de ce traitement. Donc, il se rend compte de ça, que malgré son rôle au sein des temps modernes, il n'est pas la personne. Voilà, il n'en a pas tiré ce qu'il souhaitait en tirer. Et surtout, il sent qu'il vit toujours un peu dans l'ombre de Sartre. Sartre qui était quand même, qui a eu dans son entourage plusieurs jeunes écrivains qui n'ont pas forcément connu des destins brillants, notamment parce que voilà, Sartre avait cette espèce d'autorité morale, de don pour garder, je vais pas dire à sa botte, mais dans son giron de jeunes talents, par exemple Jacques Laurent Bost, Olivier Todd qui dit en avoir beaucoup pâti. Janco lui arrive à s'en extraire, et il s'en extrait surtout parce qu'il a une idée très ferme désormais de ce qu'il est. Il sait qu'il n'est pas un paroissien. C'est un terme qu'il a inventé, qu'il a donné. C'est le titre d'un de ses romans, Les Paroissiens, qui raconte voilà ce petit milieu intellectuel germano-pratin, existentialiste, où au sein de sa paroisse, chacun fait en sorte de prêcher le plus ostensiblement possible la bonne parole. Il décide de devenir journaliste. Il rentre à l'Express et ici, son talent se révèle vraiment. C'est-à-dire que son don pour une écriture subjective, pour un point de vue qui en fait était assez rare à l'époque en journalisme, ce don-là fait ses preuves. À l'époque, l'Express est tenu par Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui veut en faire ce qu'on appelle un news magazine, c'est-à-dire quelque chose comme le Times ou Der Spiegel, qui sont des magazines qui prétendent traiter l'information de façon complètement factuelle et détachée et objective. Et Janco, lui, alors il a cette phrase dans les croquis de mémoire, quand Jean-Jacques Servan-Schreiber lui dit ça, en son fort intérieur, il se dit « Cause toujours mon gars, je vais faire strictement le contraire ». Et c'est ce qu'il fait.
et ça lui porte bonheur, puis ça fonctionne très bien. Il devient au fil de 3 années, il devient le journaliste star de l'Express. La rédaction reçoit des courriers de plainte en son absence, et c'est vraiment voilà ce qu'on pourrait appeler une étoile montante de la jeune gauche, la jeune gauche de l'époque. Il a la quarantaine. Les événements d'Algérie se déclenchent, et Janco est désormais pris dans une situation historique comme appelé à se formuler, à formuler sa position, comme la plupart des intellectuels français. On sait à quel point l'Algérie, la guerre d'Algérie a divisé les intellectuels français. Et Janco, on pourrait s'attendre à ce qu'il suive la position de Sartre, qui appelait à tuer les colons d'une balle dans la tête. Janco, c'est absolument l'inverse. Surprise générale, Janco non, se prononce favorable à l'Algérie française. Après une enquête sur le terrain. Après, oui, bien sûr. Après plusieurs enquêtes sur le terrain, bien sûr, où il va en Algérie, il se constate que l'Algérie, en fait, sans la France, est condamnée à péricliter dans la violence, dans la pauvreté, etc. Et chose étonnante, il formule cette position. Alors, peut-être que certains éléments auraient pu laisser deviner cela, certains éléments comme par exemple la publication de sa chronique tauromachique Les oreilles et la queue en 61, qui sent déjà un peu la réaction, qui sent déjà le mépris de l'élite intellectuelle. Et c'est d'ailleurs un des aspects de l'œuvre de Janco qui naît avec ce livre. Janco a été un critique taurin éminent. Donc retour à la guerre d'Algérie. Entre-temps, il gagne le prix Goncourt. Retour à la guerre d'Algérie. Janco commence à devenir la bête noire des intellectuels de gauche. Lui qui vient d'avoir son prix Goncourt, lui qui a été pendant 10 ans le compagnon de Sartre, lui qui a fait porter tant d'espoir parce qu'il est un enfant du peuple, lui qui a fait porter tant d'espoir, eh bien déçoit ceux qui l'ont accueilli à bras ouverts en se prononçant favorable à l'Algérie française, puis en appelant à voter De Gaulle en 1965 contre François Mitterrand. Vous imaginez bien, au fil de ces quelques années, les invectives qu'il a subies, qu'il a envoyées. Ça a été impitoyable. Il a été mis sous protection judiciaire. Il a été menacé par l'OAS. Pardon ? Sous protection policière. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai dit ? Judiciaire. Ah, excusez-moi, sous protection policière. Menacé par l'OAS directement. Après les avoir accusés d'organismes plus ou moins d'être des d'organismes plus ou moins fantoches, vaguement impotents. Bon, le voilà sous protection policière. 1965, donc Janco est un homme qui a une carrière entière d'intellectuel de gauche, terminée dans le sang et les larmes, et qui est désormais à peu près seul. Je dis à peu près seul parce que malgré tout, ça reste une personnalité vaguement mondaine, avec tout ce que cela lui promet d'opportunités, etc. Toujours est-il qu'il parle seul, à voix haute, dans le désert. Un désert intellectuel où voilà, lui seul. Alors à l'époque, il se rapproche un petit peu du Grèce, créé par Alain de Benoît, donc de la Nouvelle Droite. Il donne quelques conférences, il contribue un peu à Éléments, mais voilà, on est aussi au balbutiement des années 70, et ce n'est pas une relation qui a duré plus longtemps que cela. Janco, au début de la décennie 70, rejoint la rédaction de Paris Match. Là, il trouve une maison d'hôte qui est taillée pour lui. C'est-à-dire que Paris Match se targue à l'époque d'être un magazine photo. C'est-à-dire qu'ils ont des photos, des descriptions de photos et des articles qui sont parfois beaucoup moins denses que la production de photos. Et cette formule convient parfaitement à Janco parce que, comme je vous l'avais expliqué plus tôt, il a cette écriture qui est tout en subjectivité, tout en style, qui revendique un point de vue et qui en fait convient parfaitement
disons, au journalisme photographique que propose Paris Match. Donc, à partir de 70, il écrit pour ce journal. Je crois que c'est au total 800 articles qu'il écrira pour eux, un peu plus, même 840. Pendant la décennie 70, qui est la seule décennie, disons, qui marque un point culminant de production intellectuelle cohérente pour Janco. Pendant cette décennie, il fait le constat de la décadence de l'Occident. Pour lui, c'est la décennie pendant laquelle l'Occident connaît le basculement de son homéostasie et commence à se précipiter vers son déclin. Ça commence avec la mort de personnalités comme Charles de Gaulle, et au fur et à mesure, c'est là aussi qu'il élabore sur sa propre théorie géopolitique. C'est voilà, pour lui, le moment où l'Occident commence à balbutier, c'est cette décennie 70. Il développe ce point de vue dans un traité de morale en 2 volumes qui s'appelle d'abord La Grande Prostituée et le deuxième volume Les Écuries de l'Occident. Et c'est donc là, ce sont des livres par fragments qui invitent à réfléchir sur cette décadence de l'Occident, mais avec ce point de vue individuel, de morale individuelle, de résistance à cette décadence-là. Comment, quand on est sur un navire qui coule, ne pas flotter, mais ne pas être non plus précipité dans cette chute. Il a donc là parmi ses plus belles maximes, ses réflexions les plus profondes, et c'est sa première tentative de synthétiser une pensée vraiment cohérente, continue, d'avoir un véritable propos. Parce que Janco n'est pas philosophe pour un sou, n'est pas sociologue, il est écrivain. Là, il se fait moraliste, et c'est avec une langue qui atteint des sommets de beauté que Janco élabore sa pensée. Elle continuera ensuite dans d'autres livres comme Le Chevalier, la Mort et le Diable, donc c'est une méditation sur la gravure de Dürer, la gravure de ce nom d'Albert Dürer qu'il avait dans son bureau, et qui montre que Janco, à cette époque-là, a trouvé une façon d'assumer, de porter son idiosyncrasie contre vents et marées, contre les revirements intellectuels, les revirements des intellectuels. Et ce qui est hautement original pour l'époque, et ce qui a certainement participé au silence dans laquelle ont été accueillis ces ouvrages, c'est que les penseurs français de l'époque, eux, commencent à enterrer l'individu. C'est-à-dire que l'individu moderne, le sujet moderne, n'existe pas. Par exemple, la thèse structuraliste dit que le jeu n'existe pas. Le jeu est une synthèse de structures. Le postmodernisme postule que la rationalité n'est qu'une affaire d'occidental, et que le sujet n'existe pas. Et Janco, lui, réaffirme la souveraineté, l'aristocratie du jeu, de l'individu, de sa force dans une époque décadente. Donc là, nous arrivons à la fin des années 70. Janco a déjà 50 ans. Il est considéré unanimement comme un homme de droite, bien que lui se considère comme n'étant ni de droite ni de gauche, mais en liberté. Donc il ressort de cette traversée du désert qui a duré quelques années. Il commence à avoir cette production beaucoup plus éclectique, beaucoup plus foisonnante, beaucoup plus précipitée sur la dernière décennie de sa vie. Janco se complaît dans tous les styles. Il avait écrit déjà par le passé des scénarios pour Alain Delon, des chansons pour Régine, des arguments de ballet pour Nureyev. Il précipite cette dynamique uniquement cette fois-ci dans le registre purement littéraire, mais on sent une véritable boulimie d'écrire dans les dernières décennies de sa vie, qui culmine avec les Croquis de mémoire en 1985, qui est un des livres qui font que Janco a réussi à survivre
plusieurs décennies jusqu'à aujourd'hui. Les croquis de mémoire sont un recueil de portraits de personnalités qu'il a connues à toutes les époques de sa vie. Donc il y a le Julien Binda des années 40, il y a le portrait très émouvant de Jean-Paul Sartre qui conclut les croquis de mémoire, dans lequel il dit je ne lui dois rien, mais je lui dois tout, qui est signe d'une certaine déférence et qui indique l'élégance qu'avait Janco vis-à-vis de Sartre. Il reçoit le prix de l'Académie française pour les croquis de mémoire, qui sont considérés comme par les commentateurs contemporains comme un des sommets de langue française de ce siècle, de cette seconde moitié de siècle. Et pourquoi je dis qu'il a reçu le prix de l'Académie française? Parce que l'idée lui est soufflée à l'oreille par ses amis, notamment Jean Dutour et Jean Raspail, de se présenter à l'Académie. Janco, lui, vous l'avez vu, a passé les dernières décennies contre vents et marées, à prêcher seul comme il le pouvait sa prose, sa morale, à ferrailler contre les fâcheuses en tout genre. Maintenant, lui s'imaginait en académicien. Donc à l'époque, il y avait par exemple Jean-Loup Dabadi, Edgar Faure à l'Académie. Pour lui, c'était quand même assez curieux. Mais bon, il accepte l'idée. Alors plus précisément, comment il accepte, c'est Jean Dutour qui lui dit écoute, que tu le veuilles ou non, je te retrouverai avec une lettre de candidature à telle date devant la coupole. Janco est chez lui, il voit qu'il pleut. Et imaginez son ami Jean Dutour sous la pluie, le fait un peu culpabiliser. Alors il sort, il va le voir, il fait bon tiens, je m'abandonne à l'exercice. S'ensuit une tournée de visites comme il est de coutume. Pour rentrer à l'académie, il faut faire la visite de tous les académiciens pour essayer d'obtenir leur vote. Il raconte cela dans le Candidat, qui est un livre paru à titre posthume, qui est truculent, qui est excellent. Bien sûr, Janco, comme vous pouvez imaginer, est refusé de l'Académie française, et ce à 2 voix. Donc c'est assez réussi malgré tout pour une première tentative. Il se sent toutefois floué, un peu berné par ses amis qui lui ont enjoint de candidater, puisque lui a réussi à tenir toute sa vie en refusant les honneurs. Alors bon, il a quand même reçu la Légion d'honneur, mais en refusant le prestige facile, et d'avoir postulé à la fin de sa vie à l'Académie française le chagrine et lui donne une impression, vous savez, cette impression décrite dans la fable de La Fontaine, le renard et les raisins. Vous savez, le renard n'est pas assez grand pour cueillir les raisins qui sont en hauteur, et faute de pouvoir les cueillir, il finit par les dédaigner en disant non, mais ils sont pas assez mûrs pour moi. Et ben Janco se trouve dans cette posture-là, à finir par dédaigner un peu l'Académie française, à dire j'ai voulu leur jouer un mauvais tour. Si j'avais été pris à l'Académie, imaginez les scandales que j'y aurais déclenchés. Bon, en vérité, il y a plusieurs raisons de penser qu'il aurait pu aussi bien être chagriné par cela. Toujours est-il que Janco tombe malade en 1992, en décembre 1992, il est diagnostiqué d'un cancer de la prostate. On aurait pu imaginer qu'il meurt d'un cancer du poumon, puisqu'il était un fumeur insatiable. Toujours est-il que il est mort d'un cancer de la prostate le 18 juin 93. Lui, le gaulliste, meurt un 18 juin. C'est quelques jours avant le solstice. Pour ce païen, c'est un symbole qui donne qui donne un point final intéressant à son existence. Alors ensuite, à sa mort, il a été oublié par des gens qui auraient peut-être dû lui rendre hommage, mais salué par quelques-uns de ses amis. Voilà. Ensuite, il est tombé dans cet oubli progressif, jusqu'à ce que il y a quelques années, un premier spectacle à son sujet par Fabrice Lucchini ravive les croquis de mémoire et le ramène dans les librairies. Donc, qui a aussi déjà permis de ramener Janco, par son œuvre la moins polémique, la plus littéraire, disons à la mémoire de ses contemporains. Et puis l'histoire, la suite de l'histoire, Louis va vous la raconter, à savoir la genèse du livre. Merci beaucoup Ludovic. Bon, voilà, vous avez vraiment un portrait complet de Janco.
Et voilà, donc c'est une autre précision, il nous aura fallu 2 ans pour l'obtenir. Et en fait, là, voilà, je vais vous expliquer la jeunesse de ce livre. Et l'idée, c'est en parlant de nous, peut-être, et c'est aussi l'idée, peut-être que ça va aussi peut-être vous inspirer, ou peut-être il y a des personnes ici qui ont déjà écrit des livres. Et c'est, voilà, nous, humblement, on va vous parler de notre histoire, l'histoire de ce livre, pour voir comment on peut peut-être tenter aussi de faire ressurgir des trésors de langue littéraire française qui sont un peu parfois oubliés aujourd'hui. En tout cas, nous, c'est ce qui s'était passé avec Jean Co. Alors, Ludovic et moi, en 2021, année où nous sommes lancés dans l'écriture de ce livre, nous avions 26 et 27 ans. On commence à... Merci. On commence à... Voilà, Ludovic vient du sud, de Cannes, moi du nord. On se connaît depuis qu'on est, depuis qu'on a 16-17 ans, et nous n'avions aucun contact dans le milieu littéraire parisien. Nous n'avons même pas fait d'études universitaires. Nous avons fait une école de commerce. Après, Ludovic est allé à King's College à Londres et moi à Sciences Po à Lille. Donc voilà, on avait simplement cette envie nous aussi de parler de Jean Co à la lecture d'abord des croquis de mémoire et ensuite voilà, pour moi c'était Pourquoi la France et les écuries de l'Occident, et toi je pense que c'était la Grande Prostituée, non, c'est ça? Tout à fait. Et en fait d'emblée, quelque chose nous a étonné avant d'être subjugué et à la fin complètement séduit, c'était ce style. Un style clair, vivifiant, qui nous parlait énormément. Et ce qui nous étonnait, c'était exactement cette totale ignorance du nom même de Jean Co et cette fulgurance du style. Quand on aime la littérature, c'est quand même très rare de trouver des auteurs qui ont une belle plume et dont on ignore totalement le nom. C'est ce qui s'est passé avec Jean Co. Donc après s'être intéressé, on en discute avec Ludovic comme on fait depuis qu'on a 16 ans de nos goûts littéraires, artistiques ou autres. Et après avoir découvert cette plume, on a regardé sa page Wikipédia tout simplement, et là on voit qu'il n'y a rien, si ce n'est quelques encarts. Attention, auteur de droite, misogyne, dangereux réactionnaire. On s'est dit ça commence à être intéressant. Et en fait, en réalité, on voit son parcours était décrit déjà un peu comme un homme passé globalement de gauche à droite du secrétariat de Sartre, ensuite dans les fanges droitardes françaises. C'était quasiment ça sur Wikipédia. Et on s'est dit, pourquoi on n'écrivait pas la biographie de Jean Co, qui a l'air vraiment intéressante, Qui a tout pour plaire. Et il y avait ce côté vraiment de l'élan qui est propre en plus à une posture de Jean Co, qui est il y a cette énergie qui vous embarque, qui vous transcende, et soudainement vous foncez vers un but qui définira peu à peu sur le chemin. Et nous, c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, tout de go, le 18 octobre 2021, personne ne nous a rien demandé, on crée biographijeanco@gmail.com. Et là, on commence à envoyer des mails à gauche, à droite, personne ne nous répond. Au début, on envoie des lettres, on va même, parce que Modiano, c'est quelque chose aussi qu'on a omis de mentionner. Mais en fait, Jean Co était aussi en relation avec la mère de Patrick Modiano, Louisa Colpen, et a même préfacé le premier livre de Modiano, dont la préface sera ensuite expurgée, pour le livre La Place de l'Étoile, 68. En fait, ça correspond au moment où Jean Co, lui, s'offusque de mai 68, en quoi il voit une révolution bourgeoise désireuse de s'encanailler. Voilà, 40-50 ans après, on voit que l'analyse n'est pas forcément très fausse. Mais bon, c'est un autre débat. Et donc là, en fait, la première personne qui nous répond, c'est Alain de Benoît, qu'il a bien connu, qu'on interroge. Et puis là, peu à peu, alors qu'en parallèle, nous étions en train d'écrire des chapitres, en lisant les textes de Jean Co, qui étaient difficiles à trouver, parce qu'en réalité, il n'y a que Croquis de mémoire qui était encore édité à la Petite Vermillon à la Table Ronde. On commence à dénouer la pelote de laine, et on commence à rencontrer de plus en plus de personnes. Et on se rend compte qu'en fait, l'oubli de Jean Co était relatif. Jean Co continuait à déclencher autour de lui, notamment chez les amis bouquinistes au parc Georges Brassens par exemple, ou d'autres, encore ce même élan qui nous transportait. Soit les gens disaient c'est horrible Jean Co, réactionnaire, fasciste ou autre, ou c'était Jean Co, il nous en faudrait plus aujourd'hui. Donc là on est en décembre 2021, janvier 2022, et un élément se modifie. Nous rencontrons le neveu de Jean Co.
qui est l'unique héritier de Janco, qui est son ayant droit, et qui nous regarde au début avec suspicion. On débarque à Narbonne avec encore pas notre manuscrit, mais voilà un peu de texte sur Janco qu'on a commencé à rédiger. Et là, il nous invite à venir dans son lieu d'habitation, qui est la maison à côté de Narbonne que Janco a acheté lorsqu'il a eu le prix Goncourt en 61. Et c'était vraiment le lieu où aucun Parisien, comme il les appelait, et même des amis proches de Janco, n'allaient jamais dans cette maison qui était pour lui un moyen de cloisonner son existence comme il a beaucoup fait, et qui est d'ailleurs une difficulté pour nous, c'est que Janco, toute sa vie, a réellement cloisonné toutes ses amitiés, ses différentes ses centres d'intérêt, des choses comme ça. Et là, nous franchissions pour la première fois la maison, une des maisons que Janco avait habité, où il a écrit plusieurs de ses livres, des choses comme ça. Et il y avait des salles entières dédiées à la tauromachie. Il y avait à l'étage qui donne en plus sur une vue magnifique sur la Corbière. Il y a l'étang de la Dôle, des vignes au pied de l'habitation. Dans ce lieu magnifique, il y avait également en plus des photos de Janco à 16-17 ans qu'on a mis dans le livre grâce à l'aimable autorisation de Jean-Louis Berger, le neveu. Il y a également tous les manuscrits de Janco, donc on a pu apprécier sa patte, une écriture serrée, fine. Janco, ce qu'on décrit dans le livre, écrivait très rapidement, quasiment sans rature, hein, en tout cas dans le manuscrit. Jean-Louis nous proposait même nous a même montré des manuscrits non encore édités de Janco, par exemple, un livre qui serait actuel, c'est qui s'appelle La Savonnette, une entreprise de savon. C'est une pièce de théâtre écrite par Janco qui n'a pas encore été jouée. Une entreprise de savon fait faillite et pour tenter de se relever, applique des techniques de communication au savon à un homme politique dont elle espère qu'il deviendra président. Et donc là, s'ensuit un texte truculent, amusant, comme peut le faire Janco. Donc ça, c'est ce type de texte que le neveu nous montre. Alors là, ragaillardi par cette découverte, on supprime toutes nos vacances d'été, et l'été 2022, on s'enferme 10-12 heures par jour dans la maison des parents de Ludovic, qui, sous un soleil radieux, se demandaient ce qui s'était passé, pourquoi on avait ce covirus, mais d'une autre façon, on va dire, qui nous prenait et qui nous maintenait haletants pour écrire toute la journée, sachant qu'en parallèle, et c'est quelque chose qui est important aussi, c'est comment s'est fait ensuite pouvoir accéder à une maison comme Gallimard. C'était que Janco était d'abord un auteur Gallimard. Et certaines personnes nous disaient que c'était donc Rouen qui nous a aussi, qui nous avait beaucoup aidé aussi, conseillé au moment, parce que c'était une des rares personnes à en parler. Avec cette passion qui nous animait également. C'est en rencontrant des personnes comme Rouen ou autres et peu à peu, on a eu de plus en plus de contacts qui nous ont permis peu à peu de nous approcher de certaines personnes. Et quelqu'un qui nous a aidés, c'est Slobodan Despot, qui a fondé en fait la maison d'édition Xenia, qui a édité de manière posthume le texte Le Candidat dont nous avons parlé. Ludovic l'avait rencontré en Suisse, et c'est lui qui nous a donné le contact chez Gallimard, en nous disant « il a édité 2 de mes livres chez Gallimard, je pense que ça peut l'intéresser ». Nous, à ce moment-là, nous sommes en mars-avril 2022. Donc j'ai fait une légère rétro-chronologie. Et donc là, nous sommes en été 2022, on sort de ces journées intenses d'écriture, et entre septembre et décembre, en parallèle de nos vies professionnelles, nous continuons en fait à engranger lecture, écriture et autres. Et là, décembre, et surtout, quelque chose qui nous attristait, c'est que le neveu de Janco ne nous répondait plus. On était partis limite en s'embrassant, merci Jean-Louis pour tout ce que tu nous as offert et autres. Et entre février 2022 et décembre 2022, il répondait plus à on consultait même les épitaphes de Carcassonne. On s'est dit, mince, il est peut-être décédé, c'est terrible. Enfin bon. Et donc, en décembre 2022, après avoir en parallèle rencontré d'autres journalistes qui appréciaient Janco, je pense à Saïd Maran, qui est rédacteur en chef au Point, ou des choses comme ça, on envoie le manuscrit à Gallimard, et qui nous répond dès le lendemain. Et nous, on n'avait toujours pas, qui nous répond dès le lendemain, à un livre sur Janco. En effet, c'est un auteur de chez nous, plus personne ne le lit, cela peut être intéressant. On fait pourquoi pas, on se dit bon bah super.
Et en parallèle, ce qu'on décide de faire, donc là on est en janvier 2023, ma première version du manuscrit a été envoyée. On décide une dernière fois, baroud d'honneur, de recontacter le neveu de Janco qui était toujours lettre morte. Et là, il nous répond. Il fait, venez à Narbonne, comme si de rien n'était. Donc on débarque à Narbonne avec notre manuscrit. On lui donne le manuscrit. Et nous, on pensait, voilà, peut-être qu'il allait nous réinviter dans la maison de Janco. Et puis en fait, pas du tout. Il nous dit, salut. Et en fait, nous, au cas où, on était resté dormir dans un Ibis Budget dans la ZAC de Narbonne. Donc voilà, les péripéties de jeune écrivain encore débutant dans la vie. Et là, dans la nuit, on reçoit un appel, un message de Jean-Louis en disant qu'il est subjugué subjugué le mot peut-être fort, mais en tout cas littéralement passionné par la biographie que nous avions écrite sur son oncle. Il nous donne rendez-vous le lendemain au hall de Narbonne. Et là, donc on arrive à 10h du matin dans les halles de Narbonne. Il arrive, nous offre un petit déjeuner narbonnais, c'est-à-dire de la charcuterie, du vin blanc. Et là, il sort de son sac le manuscrit qu'il avait commencé un peu à biffer. Puis il commence à sortir une autre liasse de feuilles. C'était un manuscrit de Co inédit sur Nietzsche et qui viennent comme ça sur le comptoir. Ça, faudra en parler. Donc on était passé du tout au tout, du silence à l'exaltation pure de Jean-Louis. Et surtout, il nous dit, revenez la semaine prochaine, j'ai quelque chose à vous montrer. On retourne la semaine prochaine, et là, on dort pendant 4 jours dans la maison de Janco. Et pendant 4 jours, et c'est ce qui a donné vraiment, je pense, le là aussi à cette biographie, il nous ouvre toute la correspondance inédite. Plus tout l'album de famille de Janco. Donc là, on passe 4 jours merveilleux, qui densifient énormément la biographie, parce que là, on avait dans la main les lettres que Co, par exemple, envoyait à ses parents, où il décrit son arrivée à Paris, son arrivée lorsqu'il est secrétaire de Jean-Paul Sartre. On voyait les lettres de Jean-Paul Sartre, de la mère de Jean-Paul Sartre, de Jean Genet, de Jean Raspail. Jean Raspail, par exemple, toute la période où Janco écrit La Barbe et la Rose, toutes ces attaques contre le mitterrandisme naissant, qui pour lui, en fait, est une confirmation que les Français voulaient sortir de l'histoire avec le mitterrandisme. On voit les commentaires hilars de Jean Raspail, qui après La Barbe et la Rose, qui dit cette fois-ci c'est le chef-d'œuvre, bravo. Et on a même des lettres très émouvantes, notamment la lettre du professeur de Janco, lorsqu'il fait un portrait de lui magnifique dans une mémoire qu'il lui envoie, à l'aube de sa vie, au crépuscule de sa vie, toutes des reconnaissances ou des choses comme ça. Et c'est là-dessus où on a en fait, après avoir renvoyé la première version du manuscrit, on a pu densifier avec toute cette correspondance. Et après, voilà, on a eu l'aimable autorisation également de Gallimard, et c'est sorti là le 11 avril dernier. Et c'est ça en fait nous qui nous a aussi beaucoup plu et qui s'est confirmé en étudiant Janco, c'est cette leçon de courage. Et en réalité, c'est pour ça qu'aujourd'hui relire, je pense, Janco, ou du moins le découvrir, est important, parce que réellement le courage, peu d'auteurs en réalité en ont hors de leurs livres. Janco est tout l'inverse. Et c'est pour ça aujourd'hui que, contrairement à beaucoup de ses contemporains, lui n'a pas été oublié. C'est que lui, il a dit des choses, des constats qui sont souvent partagés. Charles de Gaulle, dans les années 65, fait toute sa campagne sur la décadence. Et il y a d'autres auteurs qui constataient cette décadence, ce déclin en tout cas français. Mais lui est allé au bout de ses idées et a littéralement quitté un siège confortable qui était d'être un philosophe intellectuel des temps modernes, existentialiste, avec des brioches et des marottes faciles il aurait pu être quasiment panthéonisé, on va dire. Bon, j'exagère à peine, mais c'est... Et lui, en fait, non, a eu le courage d'effectivement appliquer sa maxime « trahis ce qui n'est pas toi et tu deviendras ». Et en fait, c'est ça aussi qui nous a étonnés, nous, avec Ludovic, et ce qui nous, je pense, devrait aussi inspirer, ce qui inspire, je pense, à la fois toutes les générations, ceux qui l'ont connu en se rappelant, enfin ceux qui ont connu cette époque, ou du moins un peu les suites de cette époque où il y avait, je pense, une sorte de commissaire, un commissariat de la pensée qui devait être vraiment puissant, que Janco a réussi à se libérer de sa gang. Et également les jeunes générations qui doivent se souvenir que finalement, qui retient-on de cette époque ? Quelqu'un dont personne ne pensait qu'il allait ressortir de sa tombe qu'on pensait au fin fond de Carcassonne et autres, c'est Janco. Pourquoi ? Parce que non seulement le diagnostic a été bon,
à savoir, il y a effectivement un déclin sur tous les plans de la France. Et il y a également des cibles qui sont problématiques, l'égalitarisme ou autre, que Janco dissèque dans Les écuries de l'Occident et La Grande Prostituée. Et en plus, il y a ce courage qui s'est appliqué à lui-même et qui permet aujourd'hui encore, dont on sent encore les vibrations lorsqu'on le lit et qui donne en fait une densité tout autre à ces textes. Et c'est pour ça qu'on est très heureux, nous, on est très heureux que Gallimard ait accepté de faire cette biographie, parce qu'elle doit servir de modèle sur qu'est-ce que réellement le courage en littérature, c'est d'aller littéralement au bout de ses idées. Et Janco a été là-dessus quelqu'un qui est réellement allé au bout de ce qu'il voulait en fait pour sa vie, pour la France. Et surtout, je dirais que là où ça c'est disons que ça, là où sa biographie est indissociable de ce qu'on pourrait appeler sa pensée ou de son propos, c'est que, comme on vous l'a dit, il y a aussi ce style, cette écriture très particulière, merci beaucoup, chez Janco, qui est un style vraiment sublime, vraiment en diamant, c'est très précieux, c'est fin, et ce n'est pas étranger au fait qu'il ait lui-même eu à se forger dans une certaine adversité. Donc le creuset de son style, c'est tout de même ce tempérament farouchement jaloux de sa propre liberté. Et c'est pour ça aussi que voilà, il est indissociable. Disons que l'écrivain est indissociable de la vie qu'il a menée. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.